un invité un jour. Ce soir, nous recevons Sean Baker, vice-président et directeur régional pour l'Afrique chez Helen Keller International. Monsieur Baker assure également la direction globale du programme Subvention de développement et de la supervision. Il est également le principal contact avec les organisations régionales et sous-régionales. Bonsoir, Monsieur Baker. Bonsoir et merci pour cette opportunité. Voilà, merci encore une fois d'être avec nous sur ce plateau. Alors, nous allons parler de HKI qui n'est d'autre que Helen Keller International. Alors, vous allez nous rappeler un tout petit peu votre histoire. Je rappelle que Helen Keller International a vu le jour en 1915. Oui, elle est parmi les plus vieilles des organisations non gouvernementales. Elle a été fondée, comme vous avez bien dit, en 1915 en Europe pour venir en aide aux personnes qui ont perdu la vue lors de la Première Guerre mondiale. Helen Keller elle-même est une femme très célèbre. Elle est née en 1880 dans le sud des États-Unis. Et à l'âge de 19 mois, donc lorsqu'elle était encore toute petite, elle a perdu la vue et l'ouïe. Donc elle était sourde et aveugle. Et c'est la première personne sourde et aveugle de l'histoire pour obtenir un diplôme universitaire. Et elle s'est vraiment dévouée à la lutte contre la cécité et la lutte contre l'injustice sociale. Et donc, elle était parmi les fondateurs de cette ONG. Et donc, on est très fiers d'avoir son héritage derrière nous. Helen Keller, donc un personnage historique, on peut le dire. On rappelle que votre organisation, votre ONG est basée dans 22 pays, dont 13 en Afrique, 8 en Asie-Pacifique et aux États-Unis. Exactement. Et notre bureau régional pour l'Afrique est basé à Dakar, là où je vis normalement. Voilà, basé donc à Dakar, au Sénégal. Je rappelle que HKI renforce les capacités locales de lutte contre la cécité et la malnutrition en établissant à faible coût des programmes durables. Alors, votre mission est de lutter, est de sauver la vue et la vie des personnes les plus vulnérables et les plus défavorisées. Exactement. On a 3 grands axes d'intervention. La lutte contre la cécité, qui a été la première partie de notre mission depuis 1915. Et ensuite, dans les années 1970, on a vu le lien entre la carence en vitamine A et la cécité chez l'enfant. Ce qui nous a amené à faire tout un programme de lutte contre la carence en vitamine A. Et sur la base de ces programmes, il y a eu des découvertes scientifiques que la carence en vitamine A contribue non seulement à la cécité de l'enfant, mais affaiblit le système immunitaire. Et si vous arrivez à corriger cette carence, vous réduisez d'à peu près 23% la mortalité chez les enfants. Donc, en termes concrets, en Afrique subsaharienne, si on arrive à corriger la carence en vitamine A, on peut sauver plus de 600 000 enfants par an. Et en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près 230 000 enfants par an qu'on peut sauver. Le troisième axe d'intervention, c'est la lutte contre les maladies tropicales négligées, qui regroupe toute une série de maladies. Donc, certaines sont cécitantes, le trachome et l'onchocercose, et d'autres, tels les vers intestinaux, contribuent à la malnutrition. Donc, on a lutte contre la cécité, lutte contre la malnutrition, la vitamine A, mais d'autres formes de carence, et la lutte contre les maladies tropicales négligées. Alors, pourquoi l'appellation maladie tropicale négligée? Elle regroupe des maladies qui sont peut-être pas mortelles directement, mais qui sont un peu oubliées dans les grands programmes de développement, tels le Fonds mondial qui s'attaque au VIH, qui s'attaque au palu, à la tuberculose. Et donc, c'était une façon de rehausser leur image, parce que ce qui est intéressant avec ces maladies, il y a les programmes de donation des produits pharmaceutiques que vous pouvez distribuer en masse chez les populations à risque, et donc vraiment contrôler de façon peu coûteuse ces maladies. Et donc, le premier programme de distribution de masse, c'était la lutte contre l'onchocercose, dont le Mali était un des pays pionniers.
Et les sociétés pharmaceutiques telles Merck pour l'ivermectine ou le Mectisan ont fait des programmes de donation des produits qui peuvent soigner cette maladie et prévenir la maladie. Donc on appelle ça les distributions préventives ou chimiothérapie. Et donc les différentes maladies, le trachome, etc., il y a des médicaments qu'on peut distribuer en campagne de masse pour mettre fin à ces maladies, au moins fin à leur... Et pour vous donner quelques idées de nos réussites, et si je dis nos réussites, ce ne sont pas vraiment les réussites d'Helen Keller International, mais les réussites d'une action commune avec nos partenaires. La supplémentation en vitamine A à travers le genre de semaines de survie de l'enfant. Ici au Mali, on appelle ça les semaines d'intensification des actions d'activité de nutrition. Touche plus de 90 millions d'enfants, 2 fois par an, dans 13 pays en Afrique, avec la supplémentation en vitamine A, les déparasitages pour éliminer les vers intestinaux, et d'autres interventions, des fois, sont ajoutées, par exemple les vaccinations, la distribution des moustiquaires imprégnés. Donc, ces actions sont menées par les ministères de la Santé. Nous, on apporte notre savoir-faire, des fois du plaidoyer, des fois certains appuis financiers, mais ce sont des actions du gouvernement. C'est pareil avec ces campagnes de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Ce n'est pas nous qui avons embauché des centaines de milliers d'agents de distribution. Ce sont des agents communautaires qui sont formés par les agents de santé, les ministères de la Santé qui organisent ces campagnes et touchent, je pense, en 2011, on dit catalyser, ça veut dire qu'on a travaillé avec le ministère de la Santé pour traiter plus de 45 millions de personnes dans 6 pays de l'Afrique. En Afrique seulement. En Afrique seulement, voilà. Et ce chiffre de 90 millions d'enfants touchés par la vitamine A, c'est qu'en Afrique. Alors, Helen Keller International est une ONG, je le disais tantôt. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez avec les organisations locales sur place? Comment est-ce que ça se passe exactement? Oui, on travaille, ça dépend de chaque pays, bien entendu, mais on travaille surtout avec les ministères de la Santé dans les pays hôtes, mais aussi avec les ministères de l'Agriculture et de l'Éducation, et de plus en plus avec les ministères de l'Industrie. On essaie de monter ensemble, voir nos missions et notre mission et quels sont les besoins dans un pays quelconque et trouver les moyens de mettre en place les programmes conjoints. On travaille aussi avec l'industrie de plus en plus pour l'enrichissement alimentaire, donc ajouter les vitamines et les minéraux essentiels dans les produits alimentaires. Je pense que ce qui est pour nous assez motivant dans ces partenariats, c'est qu'on a un dialogue franc, là où on voit quels sont les besoins en nutrition, quels sont les besoins dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, comment mobiliser ensemble les ressources. On peut apporter un appui en matière de formation, de plaidoyer pour que les décideurs soient sensibilisés sur les problèmes. Des appuis financiers, des fois, au niveau de la planification, le suivi et l'évaluation. Et surtout de bien évaluer les programmes, justement pour voir est-ce que ce qu'on avait proposé ensemble, ça marche, et sinon, comment corriger, et si oui, donc comment aller à l'échelle avec. Et en plus des structures nationales, on travaille beaucoup avec les structures sous-régionales. Ici en Afrique de l'Ouest, on travaille beaucoup avec la commission de l'UMOA, qui est un pionnier dans l'enrichissement alimentaire. On travaille beaucoup avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est basée à Bobo. Et de plus en plus, on travaille avec la commission de la CEDEAO. Et tous les acquis en matière d'enrichissement alimentaire sont vraiment appuyés par la commission de l'UMOA et l'Organisation ouest-africaine de la santé. On a vu aussi que vous travaillez sur les bases, au niveau des bases communautaires, avec ce que vous appelez la radiocommunication. Comment est-ce que ça se passe exactement? Ça, c'est
pour moi, c'est une des grandes révolutions. On parle de révolution technologique, mais je pense que les radios communautaires, c'est une révolution qu'on connaît peu en dehors de l'Afrique. Et ici au Mali, je pense que cette collaboration avec les radios communautaires est la plus avancée. Ça peut être un moyen de diffuser des messages communs, par exemple, au moment qu'on est en train d'appuyer le gouvernement dans l'organisation des semaines d'intensification des activités de nutrition. Quel meilleur moyen de sensibiliser la population que de préenregistrer le contenu qui va passer dans toutes les langues nationales, dans les radios qui sont très proches des communautés. Encore plus intéressant peut-être, c'est vraiment de travailler dans la formation des animateurs dans ces différentes radios pour leur sensibiliser certains thèmes techniques. Et eux, maintenant, ils vont trouver les bons moyens de communiquer avec le public pour vraiment faire passer des messages sur la santé, sur la nutrition, sur l'hygiène pour éviter les maladies. Est-ce que vous avez déjà été dans des contrées où il n'y avait pas de radio locale? Dans certains pays ou dans certaines zones, oui, ça peut arriver. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous faites? Donc, ici au Mali, par exemple, lorsqu'on a commencé ce genre de travail, presque toutes les communautés étaient déjà couvertes par les radios. On a travaillé dans d'autres pays, par exemple au Niger, là où il n'y avait pas encore des radios, ou bien le réseau des radios communautaires n'était pas encore très dense, donc on a pu mobiliser des ressources pour faire de A à Z, donc même travailler avec la communauté pour la mise en place des comités de gestion, les équiper, les former même sur les aspects techniques, donc toute la mise en place. Dans les pays là où le cadre juridique permet l'installation des radios communautaires, c'est une de nos approches qui couvre tous les axes de nos interventions, parce que ces mêmes radios peuvent être utilisées pour diffuser des messages sur la nutrition, sur la lutte contre les maladies tropicales négligées, etc. Donc on trouve que c'est vraiment un moyen très efficace de communiquer avec les populations. Alors en 2010, il y a eu la caravane de l'intégration africaine initiée par Africable Télévision, une caravane à laquelle vous avez pris part. Était-ce une opportunité pour vous de vous rapprocher davantage des différentes populations africaines? Pour nous, c'était vraiment une grande opportunité. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire de comment ce partenariat a été monté, on travaille depuis 5 ans, sinon plus, avec la commission de l'UMOA dans l'enrichissement alimentaire. Donc, l'enrichissement alimentaire, c'est travailler avec les industries, telles les minotiers et les industries d'huile, pour mettre des vitamines et sels minéraux essentiels dans le produit. Donc, dans l'huile, on met de la vitamine A. Et donc, vous allez voir ici au Mali, la plupart des bidons d'huile, vous allez voir enrichis. Enrichis à la vitamine A. Et dans la farine de blé, on met du fer pour lutter contre l'anémie, acide folique et du zinc qui contribuent à la croissance et au renforcement du système immunitaire. Donc, c'est un moyen très efficace de corriger, de contribuer à la correction des carences en vitamines et minéraux. Et donc, on avait commencé les premières expériences ici au Mali. Et à partir de cette expérience malienne, on s'est dit, mais vu que le Mali est membre et de l'UMOA et de la CEDEAO, oui. Pourquoi ne pas faire tâche d'huile sur l'ensemble de la sous-région? Donc, on a mené un partenariat avec la commission de l'UMOA, qui s'est vraiment approprié de cette initiative pour faire des normes sur l'enrichissement sur l'ensemble des pays de l'UMOA. Et le prochain chapitre, ça va être sur l'ensemble des pays de la CEDEAO, si tout marchera bien. Et donc, la commission de l'UMOA nous a mis en contact avec Africable au moment de monter cette caravane d'intégration. Et c'était vraiment un moment de célébrer l'immense réussite de cette initiative qui touche plus de 50 millions de consommateurs tous les jours dans les pays de l'UMOA. Et vraiment montrer aux populations les bienfaits de ces produits enrichis. Donc, je pense que c'était un grand moyen de sensibiliser et les consommateurs, mais aussi les décideurs, et aussi de reconnaître le rôle de la commission de l'UMOA et le rôle des industries. Et je vais souligner le rôle des industries parce que
des fois, on pense industrie privée, le seul souci, c'est les bénéfices, mais ces industries, ces minotiers, ces producteurs d'huile se soucient aussi pour la santé des populations. Et nous, on apporte juste des premières contributions dans l'équipement, dans les prémix, les fortifiants et une certaine formation, mais après une année, 2 années, les industries prennent en charge tous les coûts records. Donc c'est vraiment très satisfaisant de voir ce niveau d'engagement. Alors, d'aucuns savent que pour mettre sur pied une organisation non gouvernementale, c'est un tout petit peu compliqué sous nos tropiques. Alors, on sait que Helen Keller est une ONG à vocation non lucrative. D'où tirez-vous tous vos moyens, toutes vos ressources? Oui, on a